Comment dire, après Richard Bonin, je tenais à remercier, mais vraiment je lui adresse mes plus sincères remerciements, mes plus sincères admirations et mon plus sincère respect à Richard Bonin. C'est une valeur sûre. Un jour vous réaliserez le joyau qu'on a entre les mains. Un jour vous réaliserez tout ce que le Cameroun a perdu toutes les années où on a privé Richard Bonin du Cameroun. Et même quand il était au Cameroun, tout ce qu'on a perdu quand on a privé un artiste d'un tel génie d'une plateforme de déploiement. Je sais pas, un conservatoire, quelque chose, une institution publique où il peut enseigner la musique aux jeunes générations. Faut pas que Richard, je lui souhaite une très longue vie, mais faut pas qu'il quitte ce monde avant d'avoir formé au moins 400 Richard Bonin avant de partir. Une nouvelle génération de bassistes qui vont éblouir le monde entier. C'est ça qu'on veut. Et Richard Bonin, c'est-à-dire, c'est la chance absolue. Ce type de personnage n'arrive dans un pays qu'une fois tous les demi-siècles, voire tous les siècles. Il faut capitaliser dessus tous azimuts. Donc il faut renverser Paul Biya en octobre et permettre la possibilité à un Richard Bonin d'exercer au Cameroun et de faire rayonner la musique camerounaise. Après, le générique. De retour sur cette page, je vous souhaite à tous et à chacun la bienvenue. Si c'est la première fois que tu chutes ici, reste-y. Ne bouge pas. On like, on commente, on partage et surtout, on s'abonne. Laissez-moi vous welcome the way you are supposed to be welcome. The newcomers, you are the king you think you are the queen you think you are. Welcome. Où ils étaient en train d'échanger, voilà, le corps militaire qui est là-bas était en train d'échanger sur des termes du type, mais voilà, vous laissez qu'on se fasse humilier comme ça par les opposants devant la face du monde, parce que depuis, au lieu de vous mobiliser, de préparer de véritables mobilisations, vous avez fait n'importe quoi, chacun ne pensait qu'à sa gueule. C'était une vraie communication WhatsApp, et vous savez que je suis assez crédible pour que ce que je vous dis, vous sachiez que c'est la vérité, pour protéger l'identité des personnes qui m'ont transmis, enfin, ils m'ont pas transmis, ils m'ont fait voir le message. Je ne vais pas dévoiler ici des choses qui n'ont pas besoin d'être dévoilées, ce n'est pas pour ça qu'on est là, mais sachez simplement que le meeting qu'on a fait sur la place de la République était un succès total. C'est-à-dire, c'était, voilà, c'était, comment dire, le coup de l'année. C'est quelque chose quand nos enfants, quand les générations futures vont en parler dans les livres d'histoire, on mentionnera le 31 mai 2025, le meeting place de la République, et nous dirons à nos enfants avec une fierté non dissimulée, et fiston, j'étais là, et fiston, j'étais de la partie, et fiston, j'ai fait partie de cette grande messe. Donc c'est, voilà, c'est ça, donc vous voyez toutes les agitations ça et là, mais nous avons dit, on va reparler nous aussi, parce que si les autres en parlent, à plus forte raison, nous, on va parler de ça, on va faire un briefing à tête reposée de A à Z, de tout ce que le président Maurice Kamto a dit ce samedi. Vous avez remarqué que je n'ai pas pu faire de briefing, je n'en ai pas eu le temps, les conditions ne le permettent pas, et ce n'est pas normal quand même. En tant que conseiller du président, bon, je vais aussi faire mon petit tête à la cour. Il fallait quand même, bon, plus sérieusement, puisque j'ai quand même l'avantage, et ça fait vraiment plaisir, je vous en remercie beaucoup, d'être quelqu'un que vous écoutez, que vous aimez suivre, dont vous aimez, voilà, entendre les analyses, les sorties. Et voilà, il était impératif que moi aussi, je mette mon grain de sel dans toute cette histoire et que je vous fasse la lecture. Pour ceux qui n'ont peut-être pas compris ou ceux qui n'ont pas tout compris, qu'est-ce que le président a voulu dire, qu'est-ce que Maurice Kamto nous a offert à la place de la République, qu'est-ce qu'il sous-entendait, enfin, quel était le sens de ces affirmations, quel était le sens primaire, y avait-il un sens caché? En tout cas, on va débriefer tout cela de A à Z. Soyez les bienvenus ici, asseyez-vous confortablement. Prenez un popcorn, un Coca-Cola, on est ensemble pour de très très longues heures. Comme d'habitude, au moins je n'ai pas commencé aujourd'hui dans la nuit, ça fait que voilà, vous avez largement le temps de suivre le live du début à la fin, même si le a duré 5 ou 6 heures. Donc voilà, n'hésitez donc pas à le partager massivement, à le sécuriser massivement, et voilà, et comme ça, plus on est de fous, plus on rit, plus il y aura du monde, mieux ce sera. Et voilà, donc bienvenue à cet échange, bienvenue à tout le monde. Nous allons parler donc de manière chronologique de ce fameux meeting à la place de la République, de ce que le professeur Maurice Kamto a dit. Nous allons décrypter un peu ce qui fait actuellement les chauds gras de la presse et qui fait couler beaucoup d'encre et de salive à la partie où il dit que je vais veiller à la sécurité de Paul Biya, et qui a d'ailleurs conduit à l'agitation de notre bisexuel politique préféré, Franklin Nyamsi wa Cameroun. On m'a dit qu'il est devenu fou sur une sortie vidéo qu'il a faite où il a presque failli se déshabiller. Évidemment, je n'ai pas perdu une seule seconde de ma vie à écouter cela. Un grand homme, un homme politique, un homme de demain, c'est celui qui reste imperméable aux insultes, ce n'est pas celui qui saute sur un live et qui fait un streaming immédiatement après qu'on l'ait traité de ce qu'il est en fait. Genre en mode, aimez-moi s'il vous plaît, oulala, on ne m'aime pas, c'est terrible, comment on peut dire ça de moi, vraiment, non, c'est une marque de narcissisme, et le narcissisme est un complexe. Ceux qui ont un amour exagéré pour leur propre personne ne supportent pas une demi-seconde qu'il y ait des gens qui ne les trouvent pas beaux. Ah, on a dit que je ne suis pas beau, et donc du coup ils vont s'agrafer à tout le monde et ils vont aller prendre Armand Noutak, l'homme qui vaut moins cher que le canapé sur lequel il dort, ils vont aller prendre. En fait, limite un jour, notre cher Franklin Nyamsi wa bisexuel politique va prendre une publication si Désiré Noifo, l'assassin de Matisse, ou encore Saint-Désiré, celui qui viole ses propres filles. Si ces deux-là, ces deux Gugus, ou encore les hommes des hommes, l'assassin de Martinez Zogo, venaient à faire une sortie vidéo, ou une sortie tout court, une motion de soutien à Franklin Nyamsi wa bisexuel politique, notre Franklin Nyamsi wa bisexuel politique préféré va commencer désormais à partager les publications de ces gens-là, parce qu'il aime ceux qui partagent ses dires, il aime ceux qui le soutiennent, il aime ceux qui... Moi, je suis mon propre défenseur, je ne partage même pas.
ce qui parle en ma faveur. Je me suffis à moi-même à ce niveau-là. Mais les narcissiques ont besoin de dire, regardez, l'autre il pense comme moi, regardez qui me soutient, regardez. Dès qu'on le bouscule un peu, il va partager toute la terre entière qui est en train de le soutenir. Et voilà, il en a besoin pour bien se sentir. Et il est prêt à partager même le Zomlo des Zomlois, même Dagobert Moifo, même Saint-Désiré Atango pour peu que cela fasse une motion de soutien en sa faveur. C'est ça qu'on appelle le bisexualisme politique, c'est-à-dire l'art de changer d'orientation toutes les 24 heures en fonction des intérêts pécuniaires ou des intérêts tout court qui, voilà, en découlent. Donc c'est ça, pour celui qui n'a pas compris. C'est ça et rien que ça. Donc voilà. Merci à ceux qui sont là encore une fois, qui on en est qu'à l'introduction. Monsieur, une fois je suis désolé, avec tout le respect que je vous, je pense que la société, bon, faut finir ton commentaire, et arrêtez d'écrire avec tout le respect que je vous, votre respect ne paye pas mes factures. Vous êtes, regarde, imagine un peu, vous êtes 297 personnes, si vous aviez tant de respect pour moi, vous m'auriez envoyé chacun 10 diamants, ça fait 297 X diamants, vous ajoutez des zéros derrière, votre respect oral, votre respect buccal, bah, si je le perds, qu'est-ce qui m'arrive? Rien du tout. Si tu payes pas mon déjeuner, à quel moment je vais craindre de perdre le respect pour toi? Je suis là pour dire la vérité, et je suis là pour déplaire. Peut-être vous n'avez pas compris. En politique, il faut savoir inquiéter et déplaire. Il y a un livre en France là, il y a un petit Gugus français, la France Olivier Gisbert, que je n'apprécie pas particulièrement, mais qui avait quand même écrit un livre très intéressant sur Jacques Chirac. Le titre c'est Chirac une vie, quelque chose comme ça. Dans une des pages du livre, il dit pour réussir en politique, il faut savoir inquiéter et déplaire. Qu'est-ce que vous croyez, chers tous? Je n'ai jamais dit que j'étais là pour faire plaisir à tout le monde. Je suis là pour dire ma vérité. Je suis là pour dire ce que je pense être juste. Et si ce que je pense être juste énerve les gens, mon plaisir est d'autant plus grand. Donc arrêtez de commencer vos phrases par « Wilfried, j'avais du respect pour toi, Wilfried, avec tout le respect que j'ai pour... Le respect, de toute façon, vous n'avez pas le choix, vous devez respecter autrui. Moi, je respecte autrui. Et respecter autrui consiste à dire la vérité. Si je suis virulent, si je suis verbalement cinglant envers des Onin, Guinée et consorts, c'est parce que c'est des gens qui abrutissent la société. Je suis intolérant envers des gens qui consciemment imbécilisent la société. Quand Onin Guinée, par exemple, va vous dire qu'une loi normale, une loi organique peut contrarier la Constitution, évidemment, il va me trouver sur son chemin. Je vais l'appeler criminel de l'éducation, parce que c'est un criminel de l'éducation. On enseigne quand tu entres à l'université, même pour nous qui avons laissé l'école au cours préparatoire. Quand tu entres à l'université, la première semaine de cours que tu fais en faculté de droit, on t'enseigne que la Constitution, c'est un peu comme la vitesse de la lumière. En sciences, personne ne peut dépasser les 300 000 km par seconde que parcourt la lumière. De la même manière, en sciences politiques, personne ne peut aller au-dessus de la Constitution. Les étudiants de première année, que dis-je, de première semaine universitaire sachent ça. C'est ce qu'on appelle un axiome juridique. Un axiome, dans le langage des mathématiques, c'est un principe universellement valable. C'est une vérité absolue. C'est quelque chose qu'on ne peut pas contester. C'est ça l'axiome. Et l'axiome juridique A-X-I-O-M-E, c'est nul ne va au-dessus de la Constitution. Point final. Donc quand Onin Guinée vient se poser et vous dit que non, il y a des lois qui peuvent contrarier la Constitution, je vais l'appeler un criminel. Parce que c'est un criminel. C'est risqué d'envoyer nos enfants dans des universités où ce type d'individu enseigne. Donc ce n'est pas un manque de respect de ma part, c'est plutôt une manière pour moi de respecter la population, le peuple du pays dont je suis issu, le Cameroun. Et je ne veux pas que des criminels, parce qu'ils défendent le vice-rectorat ou le vice-rectum, viennent pousser le bouchon, viennent pousser le vice jusqu'à expliquer l'inexplicable. Donc c'est ça là. Quand je dis je respecte tout le monde, je sais que vous pensez déjà que, hey, Wilfried, toi là, toi qui insultes les gens. Non, je n'insulte pas. Je décris les gens comme ils sont. Si Franklin, Niamsi, ou bisexuel, politique s'énerve, que je l'ai appelé ainsi, c'est parce que c'est la vérité. Pourquoi tout ce qu'on dit à mon égard me laisse à 37? Parce que je m'en fous. Ce qu'on dit de toi et qui t'énerve, va t'énerver parce que c'est la vérité. Pourquoi tout ce que vous dites sur Maurice Kamto, il n'est pas en colère. Il vous dit, je vous aime. Il vous surprend en disant qu'il va protéger le cannibale principal qui a sinistré le Cameroun depuis 43 ans. Parce que justement, il sait que tout ce qui a été fait était injuste. Tout était faux. Il ne se sent pas blessé par quelque chose qu'on a dit ou qu'on a fait à son égard qui n'était pas fondé. Donc c'est tout simplement cela. Un bisexuel politique, c'est quelqu'un qui aujourd'hui va soutenir l'homme qui a assassiné Thomas Sankara et demain va t'expliquer que l'homme qui a assassiné Thomas Sankara est un danger pour l'Afrique. La bisexualité, c'est le fait de changer de préférence. Aujourd'hui tu es avec Brenda, demain tu es avec XY, demain tu es avec Nganamout, demain tu es avec... En fait tu alternes comme ça là entre les gars illégaux et ceux qui sont au milieu et ceux qui ne sont ni l'un ni l'autre, sans direction fixe. Tout simplement, qu'est-ce que vous ne comprenez pas dedans? Donc c'est une description. Un bandit ne s'énerve pas parce qu'on a dit de lui que c'est un bandit. Surtout si on l'a pris en flagrant délit de vol. Donc regardez bien, sachez lire entre les lignes et vous remarquerez tout ce que j'écris correspond à une description exacte du personnage. Quand je dis Grégoire Rona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, vous vous souvenez que c'est un artiste de la place, un artiste très reconnu, le mari de ma femme, Roméo Dica, qui a pris sur lui de dire sur une radio publique, c'est-à-dire tout le monde entendait. Un artiste ne peut pas dire qu'un ministre va essayer de me prendre par la porte arrière si ce n'est pas vrai. Il n'a rien à gagner en faisant ça. Qui d'entre vous va se lever et aller accuser un ministre de tentative de marche arrière si cela n'est pas avéré? Déjà que quand c'est avéré, il vous faut un courage dantesque pour oser, porter l'accusation sur la place publique. Imaginez alors le fait qu'il ait porté l'accusation sur la place publique, pas contre un ancien ministre, mais comme un ministre en activité, membre d'ailleurs du noyau dur, du RDPC, fidèle allié de Paul Biya depuis Mathusalem. Donc tout ce que nous disons, tout ce que nous écrivons est basé sur des faits, sur de la réalité. Et ça énerve d'autant plus que c'est justement basé sur des faits et sur la réalité. Donc, mesdames et messieurs, installez-vous très bien. Aujourd'hui, je ne vais bloquer personne. Vous pouvez y insulter en commentaire. Je veux que vous soyez là. Vous allez y entendre, vous allez y enregistrer, vous allez capter le briefing du meeting de Maurice Kamto. Vous allez comprendre ce que vous ne comprenez pas. Vous allez assimiler ce que vous n'avez pas compris. Je vais vous l'expliquer ici parce que nous qui sommes proches du président, on comprend de A à Z ce qu'il est en train de dire, ce qu'il essaye de dire. Même si on n'approuve pas,
on arrive à comprendre ce qui l'a motivé à dire ou à faire telle ou telle chose. Et si on approuve, c'est d'autant plus facile parce que voilà, on a l'impression que c'est nous qui parlions à sa place. Bien, une fois encore, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, partagez cette conférence massivement autour de vous. Et voilà, on est 400 personnes alors qu'on n'a même pas encore commencé. Je sens qu'on va passer une formidable soirée. Donc, monsieur Maurice Kamto, c'est bon retrouvé le 31 mai à la place de la République à Paris. C'est un événement qui survient 5 ans après le premier événement qui s'était tenu donc en février, le 2 février 2020 au même endroit et qui avait réuni la même foule. Le MRC a prouvé par là ce que je vous dis tous les jours et ce qui sert de réponse à ceux qui pensent que la politique c'est y aller aux municipales, aux législatives uniquement. La politique c'est seulement se présenter aux élections et voilà, ce n'est pas ça la politique. Allez lire les travaux d'Aristote, les analyses sur Aristote au sujet de la politique, un philosophe grec qui a vécu au 4e siècle avant notre ère, dans les années 384-320 avant notre ère. Aristote définit l'homme comme étant un zone politikon, Z-O-O-N, politikon, zone pour animal. C'est de là que vient le mot zoo ou zoologique ou zodiaque, c'est-à-dire le cercle d'animaux. Donc, le zone politikon, l'animal politique, ça veut dire un être doué justement d'intelligence qui est capable d'interagir et qui est destiné, voire condamné à interagir avec ses semblables. Ça fait que tout ce que nous faisons au quotidien, c'est la politique. Les actes que nous posons sont tous politiques. Même quand tu vas à l'église, c'est un acte politique. Il y a rien que vous fassiez qui ne soit pas de la politique. C'est vous qui vous enfermez dans un carcan lâche où vous dites non, moi je ne fais pas moi politique. Même l'abstention en politique est un acte politique, c'est-à-dire le refus de prendre position est une prise de position. À quel moment pensez-vous ne pas faire politique? Et comme justement la politique n'est pas qu'une science électorale, le MRC, et je vous l'avais déjà dit en 2020, allez voir mes articles quand je justifiais pourquoi on ne part pas aux législatives et aux municipales, je disais déjà que la raison pour laquelle nous ne le faisons pas, c'est que pour les années qui viennent, outre le fait que Biya nous a entravé fortement et que c'est lui qui nous a même poussé au boycott vu qu'il a refusé nos dossiers de candidature, nous a même bloqué la route pour Ibolova en justifiant que comme c'est le socle granitique on ne passe pas. Outre tous ces éléments là causés par Biya lui-même, on était content de boycotter parce que ça nous donnait l'occasion de montrer aux Camerounais qu'on va exister dans l'espace politique camerounais pendant plusieurs années, non seulement sans être à l'Assemblée nationale ou aux mairies, mais bien plus que ceux qui sont à l'Assemblée nationale et aux mairies. 5 ans plus tard, mesdames et messieurs, jugez-en par vous-même. Qui est le parti le plus célèbre au Cameroun actuellement? Qui est le parti qui fait la pluie et le beau temps, qui fait l'actualité? Est-ce que le SDF fait l'actualité de la semaine? Est-ce que le PCRN fait l'actualité de la semaine? Quel est le parti au Cameroun qui fait l'actualité de la semaine actuelle, de la semaine dernière, de la semaine d'avant et des 52 fois 6 semaines qui se sont écoulées depuis la libération du président et même pendant la libération, pendant l'incarcération du président de Sacro en 2019? Depuis les 7 dernières années, quel est le parti dont vous parlez? Quel est le parti qui aujourd'hui réunit 450 personnes 4 jours après un meeting pour faire le débrief? Vous pensez que Paul Biya fait un meeting à Paris? Vous avez encore une semaine après, 5 jours après, des gens qui viennent sur la page d'un simple militant pour écouter le débrief. Ce n'est pas un live Congo, ça, ce n'est pas un live pour trouver l'amour. Et on en est qu'au début, peut-être d'ici le début de soirée, on sera 700, 800, 900 personnes, parce que le MRC a montré justement ce qu'on vous avait annoncé. La politique, c'est la science de tous les jours. La politique, c'est de montrer qu'on comprend les besoins des citoyens. Tous les jours, on est capable de les défendre tous les jours. La politique, c'est de montrer qu'on s'instruit sur les lois de la République, on s'instruit sur la Constitution, on apprend, on s'apprend, on s'enseigne mutuellement, on devient des citoyens aguerris, des citoyens politiquement conscients qui réclament leurs droits tous les jours. Le droit à la publication de la liste qui consigne tous ceux qui se sont inscrits sur les listes électorales justement, le droit de ne pas être torturé, article 277-3 de la loi camerounaise, pour que des choses qui arrivent à longuer ne surviennent plus, le droit d'avoir justement de l'eau, de l'électricité, de la nutrition, bref, en fait, ou encore le droit pour un député de changer, ou un élu municipal de changer de parti et d'adhérer. En fait, on fait une école. La politique qu'on a fait ces 6 dernières années, c'était celle-là. Vous montrer que la manifestation est un droit. On peut manifester, qu'on soit d'un parti politique ou non, on peut faire une déclaration de manifestation. C'est la loi du 19 décembre 90 sur les manifestations et sur les réunions publiques. Donc c'est ça là. Toutes ces dernières années, c'est ça que vous avez appris. Regardez vous-même que chacun de vous fasse l'examen, qu'il se voit comment il était en 2018 et qu'il voit comment il est aujourd'hui, qu'il juge lui-même la différence. Regardez à quel point vous avez changé. Vous n'êtes plus du tout celui que vous étiez il y a quelques années, plus du tout. Maintenant, vous savez tout. Vous savez quand on dit article 15 alinéa 3, vous savez. Quand on dit loi du 9 décembre 90, vous savez. Quand on dit déclaration de manifestation, vous savez. Quand on dit mandat impératif, vous savez. Quand on dit non à la torture, vous savez. Même la naissance de mon fils, je l'ai utilisé pour vous expliquer les lois de la République. Parce que Maurice Kamto nous a appris à capitaliser sur tout événement vertueux. Et mon fils est né le 10 décembre 2024. Le 10 décembre, c'est la date de l'élaboration de la Convention des Nations Unies contre la torture et les traitements inhumains et dégradants. Une coïncidence exceptionnelle qui justement nous rappelle que ce que Longuet a vécu, ce que Martinez Oga a vécu, ce que Ouazizio a vécu est absolument injuste parce que ça contrevient à la Convention du 10 décembre 1984 que Paul Biya a signé 2 ans plus tard, en 1986, en disant je ne vais torturer personne. Il s'y est engagé, mais évidemment par la suite il n'a rien fait d'intéressant. Donc c'est ça qu'on a montré pour les meetings à la place de la République. La politique est une science de tous les jours. La politique c'est la capacité à exister même si on n'est pas au mairie, même si on n'est pas à l'Assemblée. C'est pour ça que Maurice Kamto est crédible. C'est pour ça qu'aujourd'hui quand il dit cotiser pour moi, à part quelques voyous, quelques jaloux qui vont s'agiter à dire n'importe quoi, les gens veulent cotiser pour lui. Les gens m'ont harcelé ces dernières années, ces derniers mois, en me demandant mais Wilfred, le lien pour la diaspora ça vient quand? Et je leur disais ouais laissez le président, enfin on est en train, nous-mêmes on attend, le président ne gère pas la technique, moi non plus. Bon nous sommes en train d'attendre que ceux qui s'occupent de la mise en place de la plateforme sécurisent tous les circuits à sécuriser et pour qu'ils rendent ça disponible. Ce qui a donc été fait il y a une semaine. Et voilà, les Camerounais veulent soutenir, les Camerounais veulent participer, les Camerounais veulent s'inscrire sur la liste électorale. C'est les
comme Tanganji et tout le cartel, qui empêche que les inscriptions se passent en bonne et due forme, en violation de l'article 74 alinéa 2 de la loi électorale, le fameux code électoral qui agite autant les conversations. Ce qui rend donc Maurice Kamto crédible, c'est ça là. Il a réussi à exister sans être à l'Assemblée, il a réussi à exister sans être au mairie. La première forme de démocratie fut la démocratie directe. Dans la Grèce antique, ce qu'on appelait l'agora, la place publique. C'est là qu'on prenait les décisions à main levée. Celui qui était d'accord levait la main, celui qui n'était pas d'accord il baissait le pouce, ceux qui n'avaient aucun avis s'abstenaient, gardaient les bras croisés et ainsi de suite. C'est après que la population grandissant, on s'est dit bon, ce n'est pas possible de faire voter les gens individuellement, ils sont trop nombreux, ça prendrait du temps. Donc on va prendre des gens qui les représentent, qui vont représenter donc la nation, qui vont représenter donc ce peuple-là et qui vont prendre des décisions au nom de ce peuple. C'est tout. Sinon c'est toujours le peuple qui décide. Ce que vous appelez assemblée mairie, c'est le peuple. Ce n'est que la version contractée du peuple. Nous on est revenu à la version primaire, à la version pure du peuple et ça vous énerve. C'est-à-dire, vous dites que la politique ne se fait pas avec l'original, mais plutôt avec la version contractée. C'est absurde. La vraie politique se fait avec le peuple. C'est plutôt les mairies et l'Assemblée nationale qui sont la version contractée de ce peuple-là. La preuve, parfois, un député peut prendre une opposition qui ne va pas plaire au peuple, qui ne va pas plaire justement à la nation envers qui il est pourtant redevable. Donc parfois, c'est plus rentable d'aller s'adresser au peuple là directement et de prendre un peu la température. Vous avez donc vu la température sur la place de la République. Est-ce que dans notre cher ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, Grégoire Rona peut organiser un meeting à Paris où il rassemble autant de gens? Quand j'ai dit que le seul meeting que Grégoire Rona peut organiser, c'est la partose, ça a énervé les gens comme si c'était faux. Je mets au défi Grégoire Rona d'organiser un meeting en son propre nom, pas en vendant le nom de Paul Biya. Parce que comme toi, organiser un meeting en son propre nom, moi, Maurice Kamto, président du MRC, je rencontre la diaspora à Paris. J'aimerais que Grégoire Rona organise un meeting en son propre nom. Moi, Grégoire Rona, ministre du Travail et de la Sécurité sexuelle, j'organise un meeting à Paris. S'il est capable de réunir 3 personnes qui ne sont pas de sa famille, qui n'ont pas été payées, je change de nom, j'intègre moi-même le RDPC. On vous dit la vérité et ça vous énerve. Grégoire Rona ne peut pas organiser un meeting réunissant plus de 3 personnes si ce n'est une partose. Et même dans la partose, il faudra payer les participantes. Ou alors les participants, s'il y a affinité, parce que on n'est jamais sûr avec ces gens-là. C'est de la pure vérité. Vous savez que c'est vrai, ça vous énerve. Oh, c'est vrai. J'ai jamais compris comment les gens s'énervent de quelque chose qui n'est pas contestable. Vous-même, vous ne pouvez pas partir. Vous qui dites, Wilfried, faut pas parler comme ça, tu insultes un grand miné, c'est pas une insulte. Toi, même si Grégoire, on a organisé un meeting, tu ne pars pas, tu ne vas pas partir. Toi, le billetiste qui m'écoute là. Sauf s'il met le péto et le Dom Pérignon dedans. Là, tu es capable d'aller même à la partose. Même s'il n'y a pas de go, tu es capable d'y aller. Parce qu'il y a le péto, le Dom Pérignon et quelques billets de banque. Ça ne vous pose aucun problème. Mais ce qui m'intrigue, c'est qu'on dit quelque chose qui est vrai. Et ça vous dérange, comme si c'était discutable, comme si c'était mon imagination, comme si c'était je ne sais quoi. Non, pliez-vous devant la vérité et restez tranquille. Le président a donc fait cette formidable émulation-là, et ça a confirmé ce que nous avons dit il y a 6 ans, en 5 ans, en 2020, que ce n'est pas grave, ne pleurez pas, on n'ira pas à ces élections-ci, c'est pas grave. Mais non seulement on ira aux présidentielles à venir, déjà on avait aussi prévu de participer aux législatives suivantes avant que Paul Biya, en violation de l'article 15 alinéa 4 de la Constitution, a prorogé le mandat des députés. Maurice Kamto vous l'a dit à la place de la République, on y reviendra en détail, ne vous en faites pas, je vous ai dit, asseyez-vous très bien, on a énormément de choses à se dire, partagez cette conférence, tapotez-la au maximum, encouragez-la au maximum, et vous ne serez pas déçus d'avoir consacré votre après-midi à la grande messe des pains de la Renaissance que nous avons ici. Vous savez, on a un ami là qui partage des pains d'Orcel, enfin, spirituels, bref, un truc qui finit avec elle. Ici, nous partageons les pains de la Renaissance. Vous allez tout savoir, on va tout décrypter, on va tout déshabiller. Là, je suis en train de vous faire les présentations d'usage de ce qu'est la vraie politique. Paul Biya vous a abruti en vous donnant l'impression que la politique c'est la science de l'Assemblée nationale. Non, c'est faux. La politique c'est la science des mairies, c'est faux. La politique c'est d'abord la science de l'interaction de tous les jours avant la science de la mairie. C'est-à-dire, je vous dis toujours même bonjour. Quand tu dis à quelqu'un bonjour, c'est un acte politique. C'est une politique sociale. Quand tu arrives à Tokyo, au métro par exemple, dans le métro de Tokyo au Japon, c'est mal vu de manger. Les bruits de bouche là et tout, c'est mal vu de manger. Parce que, c'est-à-dire la manière de vivre, la politique sociale au Japon ne cadre pas avec cette façon de faire. C'est pour ça que parfois quand vous allez en Asie, vous êtes dépaysés. Quand vous êtes par contre à Paris, je sais pas la manière dont vous faites bisous à quelqu'un à Paris à qui vous dites bonjour, c'est pas la même manière dont vous faites bisous à quelqu'un en Allemagne. En France par exemple, vous allez vous tendre la main. En Allemagne, vous allez vous faire la bise, 2 bisous, comment vous allez vous en faire 3, etc. Bon, ce sont des politiques différentes. Ce sont des politiques, intuitives, ce sont des politiques non écrites. C'est une manière de vivre. Et la manière dont les femmes seront traitées à un endroit, parfois on va dire, ici elles sont voilées, c'est obligatoire, ici elles peuvent se balader en mini-jupe, ici elles peuvent marcher totalement, tout ça, ce sont des décisions politiques. Vous le vivez tous les jours, mais paradoxalement, vous nous parlez d'assemblée et de mairie, comme si la politique s'est limitée à l'assemblée et à la mairie. Non, c'est une mauvaise manière de faire la politique. Heureusement que Kamto est là pour remettre la balle au centre, parce que quand des gens qui sont chargés d'enseigner la politique, la vraie, des gens comme Onan Guinée, comme Luisan et Somba, deviennent en fait des criminels de l'éducation, forcément, on court droit à la catastrophe et la génération à venir n'a plus grand chose à espérer parce que on leur enseigne ce qui n'est pas. La politique, un enseignant de sciences politiques ne peut pas dire vous n'êtes pas dans les mairies, vous n'êtes pas à l'assemblée, ce n'est pas comme ça que ça fonctionne. Un enseignant de sciences politiques, un vrai vous dit, même sans être à la mairie, même sans être dans les assemblées, vous pouvez y apporter quelque chose. D'ailleurs, le rôle d'un intellectuel, c'est de faire politique. Regardez Émile Zola, on était à Paris. Regardez Émile Zola en France, en 1998. Il y a une affaire de justice, en peau d'arachide contre un innocent, Alfred Dreyfus, sur une affaire de mœurs. Et évidemment, l'appareil judiciaire pour protéger les vrais coupables se penche, s'abat sur l'innocent. Et Émile Zola, jouissant d'une grande notoriété, d'une grande célébrité, se dit, je ne peux pas accepter cela. À un moment donné, je dois répondre, je dois user de ma célébrité pour empêcher le vice d'avoir lieu. Je dois réinstaurer la vertu. C'est là qu'il publie dans le journal L'Aurore son fameux pamphlet « J'accuse ». Pour je ne supporte pas, j'accuse le gouvernement, j'accuse le régime, j'accuse les autorités de politiser un fait social, de politiser un fait,
juridique, de politiser une affaire judiciaire. Je les accuse d'utiliser le droit de la force et non la force du droit. Ça a valu Émile Zola tout type de conséquences, tout type de complications. Il s'est même retrouvé en exil à Londres. D'ailleurs, il a fini par mourir quelques années après son retour dans des circonstances toujours particulières à ce jour. Mais c'est le rôle d'un intellectuel de laisser une trace de son combat sur terre. Ce n'est pas de défendre la sardine, quitte à justifier l'injustifiable. C'est pour ça que quand on regarde Émile Zola, qu'on regarde Léona, les Sombons, mais c'est pas possible. Comment est-ce que nous on a ce type d'intellectuel-là quand les Français ont des gens comme Émile Zola, comme Victor Hugo, qui s'est engagé pour la réhabilitation d'un simple immeuble? Vous pensez que la chanson Notre-Dame de Paris, qui est reprise dans la pièce de théâtre avec Quasimodo et Consort Garot et Patrick Fiori en l'an 2000, vous pensez que ça vient c'est un fait de hasard? C'est-à-dire, au 19e siècle, lui, Victor Hugo s'est engagé à ce que la cathédrale Notre-Dame, qui était dans un état de décrépitude avancée, ne soit pas démolie. Pour lui, Notre-Dame est un monument vivant. C'est une personne à part entière. C'est une bâtisse éternelle. Elle doit vivre. Et c'est ce qui fait la grandeur, pour les Français, en tout cas, de Victor Hugo. C'est pour ça qu'en 2019, quand Notre-Dame est partie en flammes, Emmanuel Macron s'est empêché de cotiser. C'est aussi pour ça que tous les patrons du CAC 40, Bernard Arnault, Xavier Niel et consorts, se sont cotisés pour justement réhabiliter Notre-Dame en 5 ans. C'est l'héritage de Victor Hugo qu'on ne voulait pas détruire. Quel est l'héritage que les intellectuels en peau de chameau au Cameroun vont laisser? Voilà la grande question. Et voilà ce qui fait la différence entre une nation qui se bâtit sur des socles solides et une nation où les intellectuels sont mus par des intérêts tribalo-gastriques. Ça fait mal de dire ça, mais malheureusement c'est la vérité. Donc nous allons ici nous efforcer à reconstruire. J'en perds même ma salive, à reconstruire le paysage politique au Cameroun. Nous allons nous atteler à reconstruire ce qu'on appelle, ce que vos coachs en développement personnel appellent le mindset politique des Camerounais, à leur enseigner les valeurs, en leur disant que, hey, quand je suis célèbre, quand on me connaît, quand j'ai une notoriété ou quand j'ai un certain savoir, mon rôle, et c'est même une obligation, est de propager la vertu. Mon rôle est de propager la qualité. Mon rôle, c'est que quand je ne serai plus de ce monde, les générations d'après puissent dire, mince, celui-ci, quand il était vivant, il avait, et comme ça, on aura une rue en votre nom quelque part, et quand les enfants demanderont, mais lui là, c'était qui? On leur enseignera avec fierté ce que vous avez été, ce que vous avez défendu. Mais si on retient de vous quelqu'un qui disait que non, la Constitution, c'est facultatif, hein, une loi ordinaire peut contrarier la Constitution, ah là, c'est terrible, vous devenez un danger. C'est ce que disait mon ami Lasconi. Quand vous êtes ignorant, vous êtes un danger permanent. Et des Onengini, des Luisons et Somba, tous les intellectuels alors que nous avons au Cameroun sont en train de fabriquer des ignorants, dont des dangers permanents, des gens qui vont véhiculer la fausse information, et elle va se métastaser quand vous avez la fausse information, et que vous ne savez pas que c'est une information fausse, c'est-à-dire vous êtes ignorant de votre propre ignorance, évidemment vous devenez dangereux, parce que de manière la plus décomplexée possible, vous allez propager l'ignorance là autour de vous, en pensant que c'est la réalité, et ceux qui vont recevoir cette ignorance de vous vont à leur tour la propager, et dans un mécanisme exponentiel, l'ignorance va se propager à l'ensemble du territoire. C'est comme ça qu'on détruit une nation en détruisant son cerveau. Bon, Maurice Kamto, lui, il est venu et il a fait ces 7 dernières années, depuis 2018, la vraie politique, celle qui ne demande pas d'être à l'Assemblée. L'Assemblée, les mairies, la présidence, tout ça n'est qu'un couronnement, mais on a déjà prouvé, et l'histoire retiendra. Il fut un parti au Cameroun qui, sans prendre les armes et sans être à l'Assemblée, a réussi à faire politique. En principe, il n'y a que 2 chemins. C'est-à-dire, il n'y a que 2 chemins, en principe, sur le terrain politique. Soit vous prenez les armes pour faire politique comme Ernest Wangé, Félix Momier et consorts, pour renverser un ordre néocolonial établi, soit vous allez justement concourir sur le champ politique administratif, sur le champ électoral, les urnes, l'Assemblée, les maires et la présidence. Le MRC a tracé une voie qu'on n'avait jamais vue au Cameroun, jamais. C'est-à-dire nous sommes les pionniers de quelque chose qui n'avait jamais existé dans notre pays. Nous avons fait la politique sans mener la révolution armée, d'une part, et sans être aux mairies et aux assemblées d'autre part. Vous raconterez cela à vos enfants avec une fierté absolue. Cher fils, chère fille, est-ce que tu sais qu'à l'époque, quand on était jeune là, quand on a rejoint le MRC, quand on devait chasser Billa, il y a 30 ans, est-ce que tu sais qu'à l'époque, nous, c'est-à-dire on est entré dans l'histoire comme le premier parti au Cameroun, et ça va même venir dans les épreuves du BPC. Quel est le premier parti de l'histoire du Cameroun à avoir exercé la politique de facto pendant 7 ans, sans être à l'assemblée et sans utiliser la révolution armée? On appelle ça les pionniers du secteur. L'histoire retiendra. Il faut écrire l'histoire. Nous allons mourir de toute façon. La vie éternelle n'existe pas. La seule vie éternelle, la vraie, celle dont vous êtes sûr à 100%, c'est celle où vous laissez les traces vertueuses de votre passage sur Terre. Comme ça, on va parler de vous des années, des décennies après votre mort. Regardez quelqu'un comme Atanganji, il est vivant, mais qui parle de lui, c'est-à-dire, on le connaît, ou quand on parle de lui au Cameroun, c'est pour l'insulter. Hors d'Afrique, on ne le connaît nulle part. Pourtant, Thomas Sankara est mort en 87, il y a littéralement un demi-siècle. Mais par contre, Thomas Sankara fait l'actualité aujourd'hui comme si vous venez de le croiser et qu'il allait au marché ce matin. C'est ça l'immortalité. Avoir semé les graines de la vertu a fait que son passage laisse une marque indélébile, ineffaçable. C'est ça que nous recherchons, c'est ça que Maurice Kamto recherche, c'est ça que le MRC recherche, c'est ça que tous les acteurs de la Renaissance recherchent. La vie éternelle, la vraie, la vie éternelle, c'est-à-dire la vie éternelle factuelle, pas la vie éternelle de la Bible qui demande d'avoir la foi. Cette vie éternelle là, cette version de la vie éternelle là est valable autant pour les athées que pour les croyants. Vous laissez des traces vertueuses, vous laissez des valeurs derrière vous, on parlera de vous même après vous. Donc nous étions à la place de la République, une marée humaine incroyable, une foule incroyable, c'est-à-dire on n'arrive même pas à s'entendre sur les chiffres. 10 000, 15 000, 20 000, 25 000, on s'en fout. Ce qui est sûr, c'est qu'il n'y avait pas de place. Moi par exemple, j'ai vécu un paradoxe incroyable à la place de la République. Les gens disent qu'ils ne m'ont pas vu, alors que moi j'ai l'impression que tout le monde s'est jeté sur moi. J'ai essayé de rejoindre le carré principal, mais je n'ai pas pu car j'étais bloqué par la foule. Je suis resté 8 heures de temps à prendre des photos et à serrer des mains, parce que justement il n'y avait pas moyen de traverser, il n'y avait pas moyen de passer, il y avait des Camerounais partout, des Camerounais qui venaient, qui partageaient en fait l'émulation de la Renaissance. Et donc
Et donc, voilà, qu'est-ce que vous voulez qu'on vous dise? C'est ça, à la place, il était un peu comme, pour paraphraser un peu le catéchiste, le père de Paul Biya, puisqu'il est fils de catéchiste, et je vis une foule que nul ne pouvait dénombrer. C'est-à-dire, je ne cherche pas à savoir s'il y avait des gens ou pas, je réalise simplement qu'il y avait tellement de gens qu'il était impossible de voir le sol. J'ai publié un petit extrait vidéo, j'ai même mis sur TikTok, vous comprenez que je ne parle pas pour ne rien dire. Je suis rentré chez moi, j'avais les orteils qui faisaient mal, c'était un travail, je savais pas que c'était un travail, juste de serrer des mains, juste de rester debout, ou juste de prendre des photos. Je suis arrivé à 12h, je suis parti de là à 20h, et j'étais obligé de fuir, parce que ça ne finissait pas. Les gens étaient là pour les acteurs de la Renaissance, les gens n'étaient pas là pour le pain, pour la sardine ou pour je ne sais quoi, les gens étaient là pour cette émulation-là, pour cette capacité que nous avons montré durant 7 ans de faire politique sans être à l'Assemblée, sans être aux mairies. Donc avant de démarrer, et oui, ça va vous surprendre mesdames et messieurs, parce qu'on n'a toujours pas commencé notre conférence, je vais y adresser un merci solennel à beaucoup de gens, et j'espère qu'ils sont là, qu'ils m'écoutent, et même s'ils ne sont pas là, vous allez le leur partager. Déjà un merci solennel à mon oncle Ninja, dont le seul défaut est de supporter le FC Barcelone. Ça vraiment, si je le rencontre un jour, ça va se régler avec les mains sur la place publique. Mais mis à part ça, notre cher Ninja Richard Bonin, le meilleur baptiste de l'heure sur la planète entière, et on est 8 milliards d'humains, et je pèse mes mots, il est venu, il a fait du Richard Bonin. Quelle fierté, mesdames et messieurs, quel bonheur d'avoir un compatriote comme celui-là. Les gens ont voulu, pour des logiques de papier, enlever la camerounité à un homme dont le cordon ombilical est enterré au Cameroun. C'est un mécanisme de sorcellerie. Si vous cherchez la sorcellerie, n'allez pas plus loin. Merci à Ninja, merci à Richard Bonin qui nous a fait le bonheur d'être présent, qui, malgré le peu de temps qu'il avait, a fait un vol express. Heureusement que ce n'était pas Camerco, la seule compagnie terrestre où tout le monde vole, sauf les avions. Il est venu, il a vu, il a vaincu, comme disait Jules César, Veni, Vidi, Vici. C'est-à-dire, il est arrivé, il a fait son show, il a chauffé la foule, il leur a dit ce qu'il fallait dire, il leur a réitéré son engagement, son amour pour eux, il les a remerciés pour l'amour qu'ils lui portent. Et il est parti avec le sentiment du devoir accompli, pas besoin de rester longtemps, la présence elle est bonne. Le fait que Richard Bonin ait affirmé et annoncé qu'il serait présent a motivé davantage de personnes à venir, a convaincu davantage de personnes que c'était du sérieux. Quand le régime Biya tombera, imaginez la fierté du Cameroun d'avoir un individu comme celui-là, au Cameroun, qui travaille avec les jeunes artistes qui forment, les jeunes musiciens de demain qui forment, les jeunes, c'est-à-dire qui fait profiter la jeune génération de son talent, parce que le monde entier en bénéficie, sauf le Cameroun, parce qu'on est un régime de jaloux, où on préfère des pieds miquelés qui se prennent pour des artistes, alors qu'on a de vrais chanteurs reconnus à l'international. Quand Richard Bonin fait un concert à Hanoï, au Vietnam, à Shinjuku, au Japon, ou je sais pas, à Dallas, aux États-Unis, les Américains, les Vietnamiens, les Japonais ne vont jamais le croire. S'il leur dit, je suis actuellement persona non grata dans mon propre pays, on m'a actuellement interdit d'aller enterrer ma propre mère, on va dire, mais qui a fait ça en fait? Personne ne va y croire, c'est impossible. Les Japonais, les Tunisiens, les Irakiens, tous ces gens chez qui va faire des concerts, les Espagnols, les Finlandais, vont se demander, mais quel est ce pays où toi, Richard Bonin, genre ton pays, on te dit tu ne peux pas y aller? Quel est ce pays où des gens qui ont trafiqué ton passeport te disent maintenant que tu es ghanéen, tu ne dois plus parler des affaires du Cameroun, pendant que eux-mêmes sont européens? Paul Biya a acquis la nationalité française quand il étudiait à Paris, au truc d'études politiques à Paris. Il a acquis la nationalité française dans ses années d'études. Tous ses ministres ont des passeports étrangers. Samuel Eto'o, l'espagnol, vous dit clairement que lui, il va voter pour Paul Biya. Est-ce que les Espagnols votent au Cameroun? C'est un état injuste. C'est ce contre quoi le MRC se bat. Il faut mettre fin à l'injustice. Il faut arrêter ce pays où certains ont des avantages et d'autres non. Ça ne peut pas aboutir à la paix. La paix résulte de l'égale distribution des avantages, des acquis et de la richesse nationale entre tous les citoyens. Il n'y a pas d'atalakou, il n'y a pas de une minorité profite et l'autre non. Pas du tout. C'est là qu'on rejoint Thomas Sankara quand il dit qu'il vaut mieux avoir de l'eau potable pour tous que du champagne pour quelques-uns. Tu ne construis pas une nation sur des injustices. Même à l'intérieur d'une même famille, les enfants ne s'entendent pas. Si vous prenez un gâteau, vous prenez un gâteau, vous donnez à l'un et les autres n'ont rien. Or, on peut partager le gâteau équitablement. Vos propres enfants ne vont pas vous le pardonner, ils vont pleurer, ils vont se détester, même la famille vous enseigne des leçons. Il faut s'inspirer de la famille, la structure ultime de la création, pour voir comment procéder en politique quand on gouverne un pays. La paix, ça a toujours été le cas, résulte de la répartition équitable de la richesse publique. Les guerres viennent du fait que certains s'accaparent l'essentiel et ne laissent rien aux autres. C'est le socle de toutes les guerres. Les guerres sont toujours fondées sur la prédation, le vol. La guerre Israël-Palestine, c'est sur la prédation, le vol. On veut chasser les Palestiniens du territoire pour garder justement le territoire et profiter de l'accès, le canal de Suez entre la Méditerranée et la mer Rouge pour le commerce international, de profiter d'être les seuls occupants du territoire. Les Irakiens qui ont envahi le Koweït, c'était pour les mêmes logiques hégémoniques. Les Américains qui ont envahi l'Irak, c'était pour les mêmes logiques hégémoniques. Même la Russie qui a envahi l'Ukraine, c'est pour sécuriser le fait que les adversaires, le bloc otanien, les États-Unis notamment, ne s'accaparent pas de l'essentiel de ce qui était autrefois les pays du pacte de Varsovie, qui était créé en mai 1955 en réponse à l'OTAN, qui avait été créé en 49 à l'issue de la Deuxième Guerre mondiale. Donc c'est toujours des guerres hégémoniques. Chacun veut dominer l'autre. Chacun veut, prendre ce qui appartient à l'autre. Chacun veut garder la pole position. Si tout le monde s'entend qu'on distribue équitablement, ce qui est disponible en principe en grande quantité, puisque la terre a de quoi nourrir tout le monde et tout le monde serait content, si tout le monde faisait ça, il y aurait la paix sur terre. Si tout le monde jouissait de la double nationalité au Cameroun, il y aurait la paix. Pas que Samuel Eto'o, comme il a tapé derrière un ballon, lui, il peut jouir de la double nationalité. Richard Bonin qui fait rayonner, lui aussi, la culture camerounaise, l'art camerounais à l'international, lui ne peut pas jouir de la double nationalité, car la différence entre les deux, c'est que l'un dit voter pour Paul Biya et l'autre dit Paul Biya est un piètre dirigeant. C'est-à-dire l'un a sa liberté de penser tant que c'est favorable à Paul Biya, et l'autre n'a pas sa liberté de penser parce qu'il dit Paul Biya, je ne t'apprécie pas. C'est la réponse à ceux qui nous disent que oui, quand Michel Ndoki, quand vont arrêter de vous soutenir, vous allez les insulter. Voilà donc, quand les gens vous aiment, Samuel Eto'o, Joseph Antoine Belrigo d'Erson, ils ont le droit d'avoir des passeports français et espagnols. Quand quelqu'un maintenant qui a aussi un passeport
passeport étranger et vous dit, bon, moi, je ne vous aime pas. Lui, il n'a plus le droit de ne pas vous aimer. Vous l'appelez ghanéen. C'est pour ça que je me moque de vous dans mes publications et que je suis aussi tranchant et que je ne vous laisse pas la moindre marge de manœuvre parce que vous souffrez d'une dissonance cognitive à toute épreuve. C'est-à-dire, c'est, comme j'ai dit, vous logez dans le, comment dire, l'étage, le 666e étage de l'hôtel sorcier. Parce que c'est vous qui tuez, qui charcutez, qui chassez ceux qui ne pensent pas comme vous. Vous leur enlevez même la nationalité. Je vous rappelle, en juin 2022, le 8 juin 2022, il y a exactement 3 ans, j'ai rencontré Emmanuel Macron en banlieue parisienne. Il m'a laissé parler avec lui pendant 4 minutes et demie. On a parlé longtemps avec le président de la République française. Et comme je lui ai dit, je ne sais pas avec quelle partie du corps les biéistes réfléchissent, certainement avec le cerveau. Le problème, c'est que le cerveau se trouve au niveau de la fesse gauche. Et donc, pendant que je dis à Emmanuel Macron, laissez le peuple camerounais choisir librement. On ne vous demande pas d'interférer dans les affaires camerounaises. Ils ont entendu, alors que tout est disponible sur YouTube gratuitement, en vidéo, à l'heure même où je vous parle. Ils ont entendu. Venez déstabiliser le Cameroun. Et à la suite, souvenez-vous du communiqué de René Emmanuel Sadi. Il a écrit, un individu se réclamant de la nationalité camerounaise du nom de Wilfried Etanga a cru bon d'interpeller Emmanuel Macron, c'est-à-dire même à moi, qui était face à eux en 2018, c'est-à-dire en 2022, c'était 4 ans plus tôt. J'étais face à eux, au Cameroun. C'est-à-dire j'ai débattu avec tout l'arsenal, ils m'ont surnommé le tueur des profs. J'étais là-bas, je leur ai donné les pires cauchemars de leur campagne. Ils ont oublié que j'étais Camerounais. Je n'étais soudain plus Camerounais parce que j'ai parlé Emmanuel Macron. Donc ce n'est pas un biaïste.